Le mariage, un long périple parsemé de paix, de joie et d'amour. Quand on est seul, on va vite, mais quand on est à deux, on va loin. Tel ce proverbe africain qui explique le sens du mariage. Un engagement à vie. Force est de constater que beaucoup de personnes considèrent la beauté physique comme la seule preuve qu'il faut pour choisir son ou sa partenaire de vie. Mais elle ne suffit pas pour tirer une barre définitive sur ça. L'apparence physique n'est pas une qualité qu'il faut mettre à l'écart. Seulement, il faut l'examiner avec équilibre. C'est ce que nous affirment quelques citoyens béninois. Le caractère, les passions communes, la complémentarité, la compréhension, le respect mutuel sont des choses qui équivaut sur la beauté. Cependant, ces citoyens donnent quelques pistes qu'il faut pour identifier les caractères de la personne choisie. Au moment où vous êtes en amitié, de la fréquenter, d'aller régulièrement dans sa maison, fréquenter sa famille. Ou ta partenaire, pour connaître à présent ses caractères, il te faudra beaucoup plus communiquer avec ce dernier ou bien cette dernière. C'est dans la communication, vous comprendrez, tu sauras, mon ou ma partenaire n'aime pas si il ou elle aime ça, il n'aime pas ça. Tu essaies de voir son comportement. Et parce que dans le couple aussi, il y a le comportement qui compte. Une femme exemplaire, c'est d'abord la beauté, d'accord? C'est ensuite le comportement au foyer. Et vous êtes en copinage. À partir de là, tu vas commencer par comprendre ce système, comment elle vit, quelle éducation elle a reçue de ses parents. Et les deux vont se compléter. Tu vas voir si ça là, ça peut marcher ou non ou pas. L'action physique joue un rôle prépondérant dans le choix du partenaire. Toutefois, elle ne doit pas être le centre de notre décision finale. Il s'agit, à n'en point douter, d'une réforme sociale d'envergure qui vise l'égalité des droits ainsi qu'un partage équitable des ressources et des responsabilités entre les femmes, les hommes et les autres groupes cibles, enfants, handicapés, etc. Elle vise également l'universalité des droits et l'égal accès à la justice. Au terme de cet atelier, il est attendu des participants la définition du cadre conceptuel et l'importance de la budgétisation sensible au genre, la connaissance des processus d'élaboration d'un budget sensible au genre, de même que les repères d'analyse, et enfin des simulations faites pour une meilleure approbation de l'analyse du budget sensible au genre par les participants. Vous comprenez donc l'intérêt du projet à accompagner cette initiative. Je pense que cette activité est la bienvenue parce que bientôt nous allons commencer par étudier les budgets de l'État. Ce renforcement de capacité va nous permettre de mesurer, de voir, d'apprécier déjà ce qui est fait au niveau des ministères sectoriels en termes des besoins spécifiques des deux sexes. Quand je parle des deux sexes, c'est l'homme et la femme. Ils pourront également poser des questions au gouvernement, puisqu'il s'agit de l'aspect contrôle. Ils pourront poser des questions au gouvernement, vous savez, les différents types de questions
pour mieux comprendre les politiques publiques et voir dans quelle mesure ces politiques répondent véritablement. Et si les politiques publiques ne répondent pas, ils vont devoir prendre des dispositions en demandant au gouvernement, au niveau surtout du débat d'orientation budgétaire, de prendre les dispositions pour que telle ou telle chose soit prise en compte. Une très bonne initiative, sauf que je tiens à ce que nous tenons compte de nos traditions. C'est quoi le genre? Est-ce que c'est le genre modèle européen, le genre modèle américain, le genre modèle asiatique? Nous aussi, nous avons du genre chez nous. Que ce soit l'Abomey, le Bariba ou l'homme de la Takora, tout le monde. On a notre conception du genre. Il faut prendre ça en compte. Alors si on ne prend pas ça en compte et qu'on se met à recopier bêtement ce que les autres appellent genre, on va finir par introduire l'homosexualité dans nos tests. Et ça, pour moi, ce n'est pas du genre. Les transsexuels, ce n'est pas du genre. Ainsi a-t-elle confié à Dieu le Père Tout-Puissant, ce dimanche 20 août 2023, toutes les activités inscrites dans le cadre de la 4e édition de Gbenoukpokwe, fête de retrouvailles des fils et filles d'Akpakpa Dodoma. Une fête qui découle d'une histoire dans cette zone du 4e arrondissement de Cotonou. Avant, de temps en temps, les femmes, les vieux de la zone ne s'attendent pas. Toujours, il y a des institutions. Un jour, il y avait un vieux dans la zone qui s'appelle Akondé, qui les a réunis et dit, mais c'est quoi, on n'est pas beaucoup, on n'a qu'à s'entendre. Bénin pas beau, on n'a qu'à se réunir. C'est pour ça qu'ils ont donné Gbenoukpo dans la zone. La fête vraiment était bien passée. On remercie Dieu. Ils avaient à leur côté M. Honduras Sedjide, conseiller municipal de la ville de Cotonou. Parrain de l'événement, il témoigne de par sa présence son engagement d'être toujours aux côtés de ses mandants pour leur bien-être. Il invite à l'occasion les uns et les autres à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Parrainer l'événement, c'est d'abord rester aux côtés de ma population, celle qui m'a mandaté, et de les renouveler mon attachement envers cette population-là. Je voulais dire à la population de Akpakpa Dodoma, en particulier, et celle du 4e arrondissement en général, que c'est l'union qui fait la force. Et dans ce genre de fêtes-là, nous dévoilons notre unité nationale pour l'évolution du quartier et aussi pour l'évolution du 4e arrondissement et de la 15e circonscription et celle de Cotonou en général. Était également présent à cette fête l'honorable Ali Camaro. Invité de marque, il n'a pas tari de mots pour apprécier à sa juste valeur l'initiative. C'est la preuve qu'on n'a pas vécu inutilement parce que j'ai retrouvé sur les lieux de fête en tant que parrain, président, tout ça, des jeunes qui ont évolué sous mon sillage politique. Et je voudrais vous rappeler qu'à Akpakpa Dodoma, je suis un fils d'Akpakpa Dodoma aussi, parce que mes grands-parents ont vécu ici. Et c'est les premiers occupants de la zone. À travers ce que vous avez vu, c'est l'unité. Et à l'occasion de la fête, tous les rancœurs politiques, on les range et on se retrouve en fils unique. Vous avez vu que tout près tous les vents d'Akpakpa Dodoma se retrouvent là. Et puis c'est la fête, on mange, on boit, on se retrouve, on fait la paix. C'est ça. C'est comme l'arbre sous l'arbre à palame. Comme on n'a plus pour en faire, mais on s'arrange pour qu'une fois l'an, on soit sur les bâches à palame. Voilà, merci. La bouffe, animation folklorique et danse, ce sont entre autres éléments qui ont fait le menu de la fête. Je réaffirme ici que notre ambition n'est pas de confisquer le pouvoir. Je réaffirme aussi notre disponibilité à tout dialogue pour autant qu'il tienne compte des orientations voulues par le peuple nigérien, fier et résilient. En tant que soldats, nous connaissons le prix d'une guerre.
En tant que Nigériens et Ouest-Africains, nous trouverions tragique d'aller en guerre contre nos frères d'armes aux côtés desquels nous étions engagés hier pour sécuriser notre région. Nos populations, qui sont les mêmes de part et d'autre de nos frontières, trouvent aberrant d'être opposées les unes aux autres. En somme, ni le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni le peuple nigérien ne veulent d'une guerre et demeurent ouverts au dialogue. Mais, qu'on nous comprenne bien, si une agression devait être entreprise contre nous, elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient. En effet, ils trouveront face à eux 26 millions de Nigériens. Aussi, conscients de la nécessité de structurer les nouvelles élans de patriotisme qui renaissent au Niger, j'engage toutes les forces vives de la nation à travers un dialogue national inclusif. L'objectif de l'instance dédiée à ce dialogue est de consulter toutes les composantes du peuple nigérien sur les voies les meilleures permettant de poser les fondements d'une nouvelle vie constitutionnelle sur des piliers profondément ancrés dans nos valeurs traditionnelles et républicaines. Dans cette perspective, le gouvernement est d'ores et déjà instruit pour prendre les dispositions urgentes en vue de l'organisation de ce dialogue. Dans ce cadre, les forces vives qui y seront conviées s'attelleront dans un délai de 30 jours à formuler des propositions concrètes devant conduire 1. À définir les principes fondamentaux devant régir notre transition. 2. À définir la priorité de la transition dont la durée ne saurait aller au-delà de 3 ans. 3. À définir les priorités nationales durant la transition. 4. À appeler les valeurs fondamentales devant guider la refondation de la République. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, c'est donc entre Nigériens et dans le cadre du dialogue fraternel que nous allons trouver, j'en suis convaincu, les solutions adoptées à tous les défis qui se posent à nous. Accompagnés dans notre élan de sortie de crise, et ce, dans l'intérêt de tous. Samedi matin, des milliers de Nigériens se sont rendus devant le stade Séni Kountché, dans le centre-ville de la capitale, Niamey, pour s'inscrire comme combattants volontaires. Ces hommes qui répondent à un appel de plusieurs organisations seront éventuellement mobilisés en tant qu'auxiliaires civils de soutien aux forces armées. Inch'Allah, je vais être militaire pour l'amour de ma patrie. Et en plus, le Niger c'est notre pays. J'ai l'amour de notre pays. Je veux m'engager pour le Niger. Vive le Niger. La formation qui a été lancée en disant qu'ils ont besoin de 5 000 ou 10 000 soldats volontaires. C'est la raison pour laquelle je me suis présenté ici. Certains parents ont même encouragé leurs enfants à s'inscrire. Des groupes de jeunes sont venus manifester leur soutien à la junte et leur colère contre la CEDEAO et l'ancien dirigeant colonial du pays, la France. Je suis une mère militaire. Les jeunes volontaires, nous vous attendons. Dès maintenant et jusqu'à demain, c'est ce que j'avais à dire au nom de Dieu. On vous attend. J'espère que vous allez nous sortir de toutes ces difficultés. Bien qu'elle soit au courant de cette initiative, la junte n'a pas appelé de volontaires pour défendre le coup d'État. Parallèlement, une délégation ouest-africaine vient d'arriver à Niamey pour tenter une nouvelle médiation diplomatique avec les militaires et rencontrer le président Bazoum, toujours retenu prisonnier. Après 2 jours de réunion à Accra, au Ghana, les chefs d'état-major des États d'Afrique de l'Ouest ont peaufiné les détails de l'opération militaire potentielle visant à rétablir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet.
Nous avons accompli nos tâches, nous avons fait notre devoir, nous avons délibéré, ce qui a permis de prendre des décisions que nous sommes censés présenter à la commission de la CEDEAO en vue de leur mise en œuvre. Comme vous le savez tous, l'armée n'est qu'un outil pour le gouvernement, pour la CEDEAO. Et dans ce cas, nos rapports seront soumis à la commission de la CEDEAO pour qu'elle prenne une décision finale. Même si le jour J du déploiement de sa force en attente a été décidé, la CEDEAO n'interviendra militairement qu'en cas d'échec des pourparlers. L'Alliance a également averti qu'elle ne s'engagerait pas dans un dialogue sans fin avec la junte nigérienne. Dès demain, une mission de la CEDEAO pourrait se rendre au Niger pour continuer à poursuivre la voie pacifique. Vous savez, pour restaurer l'ordre constitutionnel. Je ne pense donc pas que nous devions nous concentrer sur l'aspect militaire. Nous sommes prêts à régler ce problème de façon pacifique, mais il faut être deux pour danser le tango. La CEDEAO peine à endiguer les coups d'État de la région. Après le Burkina Faso et le Mali, le coup d'État du Niger a été considéré par la communauté internationale et la CEDEAO comme un coup d'État de trop. Une délégation ouest-africaine conduite par l'ancien président nigérian Abdussalami Abubakar a atterri à Niamey ce samedi pour trouver une solution diplomatique à la crise au Niger. Cette délégation a pour mission de transmettre un message de fermeté aux militaires à Niamey et rencontrer le président Bazoum, toujours retenu prisonnier. Cette démarche sera couronnée de succès. Un compte-rendu de ces entretiens sera transmis au président en exercice de la CEDEAO. La délégation a pu rencontrer le président déchu Mohamed Bazoum, retenu prisonnier depuis le coup d'État du 26 juillet. L'ancien président nigérian Abubakar s'est également entretenu avec le général Tiani samedi après-midi, une éclaircie diplomatique par rapport à sa précédente visite au nom de la CEDEAO le 3 août dernier, où il n'avait rencontré ni le nouvel homme fort du Niger, ni le président Bazoum. Le secrétaire général adjoint aux opérations de l'ONU est arrivé à Mopti au Mali, au centre de la visite de Jean-Pierre Lacroix, la fin de la mission des Nations Unies dans le pays. Le 31 décembre de cette année, quelques 11 600 soldats et 1500 policiers de dizaines de nationalités doivent quitter le pays à la demande des autorités de Bamako qui tiennent à la souveraineté du Mali. Nous avons à la fois parlé de l'importance de préserver, dans toute la mesure du possible, les acquis de la présence de la MINUSMA et aussi, bien entendu, de l'importance qui s'attachait à ce que toutes les conditions soient réunies pour que le retrait de la MINUSMA se fasse dans les meilleures conditions possibles. Après Mopti, le fonctionnaire de l'ONU doit échanger aussi avec les autorités maliennes à Bamako. Les casques bleus sont présents au Mali depuis 2013 dans le cadre de la lutte contre les djihadistes. À quelques jours des élections présidentielles et législatives, un mot revient sur les lèvres de la plupart des jeunes Zimbabwéens. Changement. Pourtant, la question de savoir qui peut apporter le changement et s'il est possible qu'il se produise suscite des réponses contradictoires dans les rues animées et encombrées d'Harare, la capitale. Je pense que nous avons besoin de sang neuf, d'énergie et de nouveaux esprits, parce que l'actuel est démodé, il vieillit. Nous avons donc besoin de quelqu'un qui puisse prendre en compte nos préoccupations, qui sache ce qui se passe sur le terrain. Le 23 août prochain, 1 million de primo-votants devraient participer au scrutin dans un pays où 3/4 de la population a moins de 35 ans. Les partis politiques rivalisent d'initiatives pour séduire cette tranche de la population inquiète pour son avenir. Nous voulons du changement, nous les jeunes. Nous endurons des difficultés. Comme vous le voyez, certains d'entre nous sont juste des vendeurs, ils ne font rien, ils sont juste assis sous les ponts et c'est pourquoi nous voulons du changement en tant que jeunes. Nous recherchons des emplois, alors je pense que si nous votons pour le président Mnangagwa, nous aurons du travail. Le Zimbabwe est dirigé par le même parti politique depuis son indépendance en 1980 et les soupçons d'irrégularités électorales y sont fréquents. Les principaux partis d'opposition du Gabon se sont mis d'accord pour présenter Albert Ondo Ossa comme candidat commun à l'élection présidentielle de la semaine prochaine face au président sortant Ali Bongo Ondimba. La plateforme Alternance 2023
est heureuse d'annoncer solennellement aux patriotes gabonais de tous bords qu'elle a porté son choix en concertation avec tous les candidats à l'élection du président de la République sur M. Albert Ondossa. Lancée en janvier, Alternance 2023 regroupait 6 candidats d'opposition et organisait régulièrement des tractations dans l'objectif de faire émerger une candidature commune pour éviter que les voix ne se dispersent. Vous avez devant vous le candidat consensuel. Il vous appartient de vous mobiliser dans les campagnes, dans les villages, dans les villes, pour que ce candidat devienne effectivement le prochain président de la République, le 4e président de la République. Nous devons avoir des élections libres, transparentes. Nous devons avoir des élections sans mort. Lorsque les Bongos ont pris le pouvoir, il n'y a pas eu de mort. Pourquoi faut-il qu'au moment où ils doivent partir du pouvoir, après plus de 50 ans, qu'il y ait des morts? Le 26 août, par un bulletin unique, les électeurs voteront une seule fois pour 2 scrutins. Ils voteront obligatoirement en faveur d'un candidat à l'élection présidentielle ainsi que d'un candidat à l'élection législative issu du même parti. Dans ces véhicules blindés se trouvent près d'une douzaine de policiers de haut rang kényans. Ils sont arrivés dimanche à Port-au-Prince en Haïti. Ils sont en mission de reconnaissance alors que le Kenya pourrait devenir le fer de lance d'une force visant à aider la police locale. Avec seulement 10 000 officiers pour plus de 11 millions d'habitants, la police haïtienne peine en effet à neutraliser les gangs qui contrôlent 80% de la capitale. Entre le 1er janvier et le 15 août, plus de 2400 personnes ont été tuées, 950 enlevées et 902 autres blessées, selon le porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Des violences qui ont poussé des milliers de personnes à quitter la capitale Port-au-Prince. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme. Une crise de choléra sévit en RDC. Elle est la plus grave dans le pays depuis 2017. Plus de 30 000 cas suspects ou confirmés et 230 décès ont été enregistrés depuis 7 mois. Le Nord Kivu reste la province la plus touchée. Les camps de déplacés surpeuplés favorisent la transmission de la maladie. Depuis le début de l'installation de ces services, nous avons reçu 2359 cas. Et 2349 sont été déclarés guéris et 10 décès. Face à la situation, des séances d'information sur les règles d'hygiène sont mises à la disposition des populations. Pour l'eau, effectivement, quand nous sommes arrivés ici à Boulengo, il y avait une problématique sérieuse. Surtout, la population ici déplacée n'avait pas accès à l'eau potable et ils allaient puiser en fait au lac. C'est à plus ou moins 1 kilomètre d'ici. Et surtout, c'était une eau qui n'était pas potable. Et en termes d'assainissement, ici, en fait, la population exactement n'avait pas aussi accès aux installations sanitaires. Il y a déjà un changement et le changement, ça se voit. L'UNICEF demande 62,5 millions de dollars pour faire face à cette urgence sanitaire au cours des 5 prochains mois. Ahmed Douma, figure de la révolution de 2011 en Égypte, a été libéré samedi après une grâce du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi. Douma est l'un des fondateurs du 6 avril, mouvement qui a joué un rôle clé dans la révolte ayant renversé Hosni Moubarak. Il purgeait depuis 2013 une peine de 15 ans de prison pour violence lors de manifestations. Malgré son sourire à sa sortie de prison, Ahmed Douma attendra que soient libérés tous les prisonniers d'opinion avant de pouvoir jubiler. Après 10 ans de prison, j'aimerais pouvoir dire que je suis heureux d'avoir été libéré. Mais je reporte toute célébration jusqu'à ce que tous les activistes soient libérés. Depuis sa prison où il était placé à l'isolement, ce poète de 37 ans avait publié un recueil intitulé Curly, à partir de morceaux de papier transmis discrètement à ses avocats. Publié en 2021, ce livre a rapidement été censuré pour raison de sécurité. La décision de libérer Douma a fait la différence dans cette marche difficile pour la libération des prisonniers d'opinion, car elle reflète les défis auxquels nous avons été confrontés dans ce type de dossier, et je considère qu'il s'agit d'une étape très importante. Je remercie profondément le président de la République et je l'invite à poursuivre dans cette voie jusqu'à ce que tous les prisonniers d'opinion en Égypte soient libérés.
Cette nouvelle grâce intervient alors que le Caire a ouvert un dialogue national censé discuter des sujets qui fâchent dans ce pays de 105 millions d'habitants, en pleine crise économique et où l'opposition est muselée depuis une décennie. Dans ce contexte, les grâces présidentielles relancées en 2022 se sont multipliées.